Le feu qui brûle en Afrique n'est pas le chaos, mais un réveil. Des cendres de la trahison, un nouveau feu s'élève, fort et inébranlable. À Dar et Salam, les élections deviennent les témoins d'une démocratie en déclin, tandis qu'à Ouagadougou, Ibrahim Traoré, un jeune capitaine, se lève pour redonner espoir à son pays. Dans cette lutte, un contraste saisissant apparaît. D'un côté, l'injustice et l'oppression, de l'autre, une jeunesse qui refuse de se soumettre. L'Afrique, de ses cendres, s'élève pour écrire une nouvelle page de son histoire. Dans un monde où les dirigeants semblent plus intéressés par les intérêts étrangers que par le bien-être de leur peuple, l'Afrique se trouve à un carrefour. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine courageux, émerge comme une figure du changement, défiant les structures de pouvoir qui ont trop longtemps asphyxié les nations africaines. En renversant les anciennes hiérarchies, Traoré incarne non seulement un rejet de la soumission, mais également l'espoir d'une souveraineté retrouvée. Pour les générations futures, cette lutte pour l'indépendance n'est pas simplement une question de politique, mais de dignité. Le sort de l'Afrique, autrefois écrasée sous le poids des anciennes puissances coloniales et de la corruption interne, pourrait-il enfin changer grâce à des leaders comme Traoré? Alors que l'Afrique s'éveille, une question s'impose. L'indépendance véritablement libre est-elle à portée de main ou est-elle encore une utopie? La Tanzanie est en ruine et pourtant elle est la clé du réveil africain. Le 29 octobre 2025, les électeurs de Dar es Salaam se sont vus privés de leur droit de choisir, les urnes manipulées, la démocratie éclatée. Le visage de Samia Suluhu Hassan, autrefois symbole de stabilité, est désormais celui d'une tyrannie déguisée. Sous le masque de la stabilité, les rues de la capitale sont envahies par des jeunes qui, n'ayant plus rien à perdre, ont pris d'assaut les rues armées seulement de leur colère. Les révoltes civiles ont été brutalement réprimées par la police, mais au lieu de les faire taire, elles ont amplifié le cri du peuple. Les images des jeunes manifestants affrontant les forces de l'ordre ont fait le tour du monde. Mais au-delà de l'agitation, un véritable message a été envoyé. La jeunesse tanzanienne n'accepte plus la soumission. Dans un contexte similaire, Ibrahim Traoré, jeune capitaine du Burkina Faso, a pris la tête de la révolution du peuple. Tandis que la Tanzanie s'effondrait dans le chaos, le Burkina Faso connaissait un réveil radical sous l'impulsion d'un homme décidé à redonner à son peuple le contrôle de son destin. Traoré a non seulement renversé un régime corrompu, mais a aussi expurgé les influences étrangères qui tiraient les ficelles de la nation. Avec lui, l'indépendance n'était plus une promesse, mais une action. Dans les rues de Ouagadougou, les chants de liberté résonnaient de plus en plus fort. L'Afrique, défigurée par les anciennes puissances coloniales et leurs soutiens locaux, se redéfinissait à travers des actions concrètes et une volonté inébranlable de se libérer des chaînes de la dépendance. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, est plus qu'un leader. Il est le visage d'une nouvelle Afrique audacieuse et souveraine. À seulement 24 ans, il incarne une génération prête à remettre en question les structures établies et à renverser l'ordre ancien. Là où d'autres voyaient le chaos, Traoré voyait une opportunité de reconstruire, de créer un avenir sans dépendance envers les puissances étrangères. Dans les rues de Ouagadougou, des jeunes comme lui ont décidé de prendre leur destin en main, défiant non seulement le gouvernement corrompu, mais aussi les intérêts étrangers qui avaient longtemps dicté les choix de leur nation. Le renversement des autorités traditionnelles par Traoré a un impact immédiat. Les troupes françaises sont expulsées, les ressources nationales sont récupérées et les multinationales qui exploitaient le pays sont chassées. Ce geste audacieux n'a pas seulement eu un impact politique, il a aussi réveillé un sentiment de fierté nationale chez les Burkinabés qui voient en Traoré non pas un dictateur, mais un sauveur,
un leader qui place les intérêts du peuple avant ceux des puissances étrangères. Cette action radicale a ouvert la voie à une Afrique qui n'attend plus les approbations internationales pour déterminer son propre avenir. À travers ses actions décisives, Traoré a inspiré une nouvelle génération à se battre pour l'indépendance, à redéfinir la souveraineté et à exiger un avenir où la démocratie ne soit pas un simple terme importé, mais une réalité vécue par chaque citoyen. Tout commence par une fracture visible. En Tanzanie, la confiscation du vote n'a pas seulement déclenché une colère politique, elle a brisé un contrat moral. Lorsque les bulletins ne proposaient qu'un seul nom, le message était clair. La participation n'était plus qu'un décor. Cette rupture a agi comme un déclencheur. Les rues de Dar et Salam se sont remplies de jeunes, non organisés par des partis, mais unis par un sentiment partagé d'humiliation. La protestation s'est transformée en soulèvement, et le pouvoir a répondu par la force, accélérant une spirale déjà incontrôlable. Le point de bascule survient lorsque la répression échoue à rétablir le silence. Les coupures d'Internet, les arrestations et les déploiements militaires n'éteignent pas la contestation. Au contraire, ils la rendent plus lisible. Les images circulent malgré tout, montrant des foules désarmées face à des forces lourdement équipées. À ce moment précis, l'événement cesse d'être national. Il devient un signal régional. Ce qui se passe en Tanzanie est observé, comparé, interprété ailleurs sur le continent. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré affine sa lecture du moment. Là où d'autres dirigeants voient un désordre à contenir, il identifie une leçon à intégrer. Le chaos tanzanien n'est pas, à ses yeux, un accident, mais la conséquence d'un système qui confond stabilité et obéissance. Cette analyse guide ses décisions au Burkina Faso. La rupture n'est pas progressive, elle est assumée. Les accords jugés déséquilibrés sont remis en question, les symboles de dépendance sont publiquement contestés. Le sommet de la séquence intervient lorsque ces choix deviennent invisibles. L'expulsion des forces étrangères, la reprise du contrôle de certaines ressources et la réduction des privilèges politiques marquent une escalade claire. Chaque décision provoque une réaction, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les critiques internationales s'intensifient, tandis qu'une partie de la population burkinabé y voit la preuve d'une gouvernance alignée sur ses attentes. Ibrahim Traoré devient alors un point de référence, volontairement ou non. Les répliques se font sentir au-delà des frontières. Dans d'autres pays du Sahel, des débats similaires émergent sur la souveraineté, la sécurité et la légitimité. Les événements ne se copient pas, mais ils se répondent. Ce qui a commencé comme une crise électorale en Tanzanie se transforme en onde de choc idéologique. Le fil conducteur est simple. Qui décide et au nom de qui? À la fin de cette séquence, le paysage a changé. Les anciennes certitudes sur la gouvernance, la coopération et l'autorité sont fragilisées. Ibrahim Traoré n'a pas créé cette dynamique, mais il l'a canalisée, accélérée et rendue impossible à ignorer. La question n'est plus de savoir si un tournant a eu lieu, mais jusqu'où ses effets peuvent s'étendre. Avant les ruptures récentes, le Burkina Faso suivait une trajectoire familière à de nombreux États du Sahel. La sécurité reposait largement sur des partenariats extérieurs. Les décisions économiques majeures étaient encadrées par des accords internationaux et la marge de manœuvre budgétaire restait limitée. Ce cadre constituait le point de départ. Une gouvernance formellement stable mais dépendante avec des résultats inégaux pour la population. Les indicateurs sociaux restaient des fragiles et la perception d'une souveraineté incomplète alimentait une défiance croissante, en particulier chez les jeunes. Puis, le changement devient visible lorsque cette architecture commence à être modifiée. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, plusieurs décisions rompent avec les pratiques antérieures.
Le retrait des forces étrangères change l'équation sécuritaire, transférant la responsabilité directe aux autorités nationales. Cette transition n'est ni immédiate ni sans coût, mais elle redéfinit le rôle de l'État. Dans le même temps, la révision de certains contrats liés aux ressources naturelles modifie les flux de revenus attendus, avec l'objectif affiché de renforcer le contrôle public. Un autre signal important concerne les dépenses publiques. La réduction des avantages accordés aux responsables politiques, combinée à une visibilité accrue des choix budgétaires, marque une inflexion par rapport aux normes précédentes. Le message envoyé est symbolique mais mesurable dans ses effets politiques. L'écart entre gouvernants et gouvernés est publiquement reconnu comme un problème à corriger. Ibrahim Traoré inscrit ainsi l'austérité politique comme un signal de crédibilité plutôt qu'un simple ajustement comptable. Un troisième élément mesurable touche à la diplomatie. La diversification des partenariats internationaux, notamment en dehors des axes traditionnels, modifie l'équilibre des influences. Ce déplacement n'implique pas une rupture totale avec les cadres existants, mais introduit une logique de négociation différente. Le Burkina Faso ne se présente plus uniquement comme bénéficiaire, mais comme acteur cherchant des arrangements perçus comme plus symétriques. Cette évolution est scrutée par les observateurs régionaux, car elle suggère une alternative au modèle dominant. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire distincte. Le passage du point de départ à la transformation ne garantit pas des résultats immédiats, mais il change les paramètres d'évaluation. La gouvernance n'est plus jugée seulement sur la conformité aux standards extérieurs, mais sur sa capacité à produire une cohérence interne. Ibrahim Traoré devient ainsi un cas d'étude, non pour ses intentions, mais pour les mécanismes qu'il met en œuvre. La comparaison avec la Tanzanie renforce ce contraste. Là où la centralisation du pouvoir a conduit à une rupture violente entre État et société, le Burkina Faso expérimente une reconfiguration plus directive, mais orientée vers la légitimité populaire. Ces données ne tranchent pas le débat, elles le déplacent. La question n'est plus de savoir si le changement est risqué, mais quel type de risque une société est prête à accepter pour redéfinir sa souveraineté. Les critiques de la trajectoire empruntée par le Burkina Faso avancent deux arguments centraux. Le premier concerne le risque d'autoritarisme. Selon eux, la concentration rapide du pouvoir, même justifiée par l'urgence sécuritaire ou la souveraineté économique, fragilise les contrepoids institutionnels. Dans cette lecture, la suspension ou la redéfinition de certains mécanismes hérités de l'ordre précédent pourrait ouvrir la voie à une gouvernance durablement personnalisée, difficile à corriger à moyen terme. Le second argument porte sur l'isolement international. En rompant avec des partenaires historiques et en redéfinissant ses alliances, le pays s'exposerait à des pressions économiques et diplomatiques accrues. Les critiques estiment que cette stratégie pourrait réduire l'accès au financement, freiner les investissements et compliquer la gestion d'une économie déjà vulnérable. Autrement dit, la souveraineté affichée risquerait de se traduire par un coût social élevé pour la population. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, la réponse apportée par les faits nuance leur portée. Sur le premier point, la centralisation observée s'accompagne d'un discours constant sur la responsabilité et la temporalité. Ibrahim Traoré ne présente pas la concentration du pouvoir comme une fin, mais comme un outil transitoire dans un contexte de crise. Cette justification ne suffit pas à dissiper toutes les inquiétudes, mais elle replace le débat sur la durée et les mécanismes de sortie plutôt que sur une intention supposée. Concernant l'isolement, les données disponibles montrent moins une fermeture qu'un déplacement. Les partenariats ne disparaissent pas, ils se recomposent.
Le Burkina Faso cherche à multiplier ses options plutôt qu'à dépendre d'un seul axe. Cette diversification ne garantit pas le succès économique, mais elle réduit l'asymétrie qui caractérisait les relations antérieures. Le risque existe, mais il est assumé comme tel. Au fond, le désaccord porte sur un choix de priorité. Faut-il privilégier la prévisibilité externe ou la cohérence interne? La réponse apportée par Ibrahim Traoré penche clairement vers la seconde option. Elle ne ferme pas le débat, elle le déplace vers une question plus fondamentale. Quelle gouvernance est jugée légitime lorsque la stabilité formelle ne produit plus de justice tangible? À mi-parcours, une réalité devient difficile à ignorer. Le débat ne porte plus uniquement sur les méthodes d'Ibrahim Traoré, mais sur la définition même de la bonne gouvernance. Ce qui semblait, au départ, être une réaction ponctuelle à une crise sécuritaire ou diplomatique s'impose désormais comme une remise en cause plus profonde des normes importées. La gouvernance n'est plus évaluée seulement par des procédures formelles, mais par sa capacité à répondre à des besoins concrets et immédiats. Dans ce basculement, le Burkina Faso cesse d'être un cas isolé. Il devient un miroir pour d'autres sociétés africaines confrontées aux mêmes tensions entre légitimité externe et adhésion interne. Ibrahim Traoré n'apparaît plus uniquement comme un acteur national, mais comme un révélateur d'un malaise plus large, l'écart croissant entre les modèles prescrits et les réalités vécues. Cette prise de conscience explique pourquoi son discours résonne au-delà de ses frontières, sans pour autant produire des réponses identiques ailleurs. Le point central de cette révélation est simple. La stabilité, lorsqu'elle est dissociée de la justice perçue, cesse d'être un atout. Elle devient un facteur de fragilité. En mettant cette contradiction en lumière, Ibrahim Traoré force observateurs et citoyens à déplacer leur regard. La question n'est plus de savoir si le modèle est conforme, mais s'il est crédible pour ceux qui vivent sous ses règles. Les actions menées par Ibrahim Traoré ont des répercussions qui ne se limitent pas à la politique nationale, mais s'étendent à plusieurs secteurs de la société burkinabé et à la région dans son ensemble. Les impacts sont visibles à travers quatre dynamiques distinctes, chacune réagissant différemment à la transformation en cours. D'abord, on voit émerger une nouvelle nation. Pour la majorité des Burkinabés, la montée de Traoré incarne un espoir de renouvellement. Les jeunes, en particulier, voient en lui un modèle de résistance à la corruption et un champion de l'indépendance nationale. Ils sont particulièrement sensibles à la remise en cause des anciennes hiérarchies qui ont longtemps miné leur avenir. Leur soutien se traduit par une mobilisation populaire croissante où les manifestations et les expressions de soutien à l'homme fort du pays sont devenues des symboles de la révolution en marche. Cependant, le défi pour Traoré réside dans la gestion des attentes. La transition vers une souveraineté réelle est complexe et nécessite un changement en profondeur, non seulement dans les structures de pouvoir, mais aussi dans la culture politique du pays. Ensuite, la diplomatie se transforme et se négocie autrement. Sur la scène internationale, la posture de Traoré et sa volonté de redéfinir les alliances bouleversent l'équilibre diplomatique. Alors que l'Occident critique de plus en plus la gestion autoritaire de la transition, Traoré trouve de nouveaux partenaires dans des régions moins habituées à soutenir les régimes africains en rupture avec l'ordre global. Les relations avec la Russie et certains pays du Sahel, par exemple, montrent un déplacement des axes traditionnels. Cette diversification permet au Burkina Faso d'élargir ses horizons économiques et sécuritaires, mais elle expose également le pays à de nouvelles vulnérabilités géopolitiques. Mais une question demeure, celle d'une nouvelle dépendance. Bien que Traoré revendique une rupture avec la dépendance coloniale et économique, ses choix présentent un autre type de dépendance.
En se réorientant vers de nouveaux partenaires, le Burkina Faso entre dans une forme de dépendance plus souterraine, où les contrats économiques sont réajustés en fonction des intérêts de ses nouveaux alliés. Ces nouvelles relations, tout en offrant des avantages à court terme, comportent des risques à long terme si elles ne sont pas gérées de manière transparente. La prudence est de mise pour éviter que l'indépendance retrouvée ne soit paradoxalement remplacée par une nouvelle forme d'assujettissement. Enfin, tout se joue dans la vision elle-même. Le plus grand défi que Traoré doit affronter réside dans la gestion de la vision qu'il incarne. Son message résonne profondément avec ceux qui aspirent à une Afrique décomplexée. Mais les tensions internes concernant la gestion des ressources, les réformes économiques et la justice sociale risquent de miner ces bases populaires si elles ne sont pas rapidement adressées. La vision de Traoré d'une Afrique indépendante et prospère pourrait rapidement se heurter aux réalités du terrain, notamment dans la gestion des inégalités sociales et économiques. Les réformes doivent être inclusives et profondément réformatrices, sous peine de se transformer en simples promesses non tenues. Dans les mois à venir, l'évolution du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré pourrait prendre plusieurs directions selon la manière dont certains facteurs clés sont gérés. Trois scénarios se dessinent. Le premier, celui d'une trajectoire de référence, suppose que Traoré parvienne à maintenir un équilibre entre la gestion interne et la pression extérieure. Le Burkina Faso pourrait alors connaître une stabilité relative. Le renforcement de la souveraineté nationale se poursuivrait avec un développement économique tiré par la récupération des ressources naturelles et la diversification des partenariats internationaux. Les réformes politiques seraient lentes mais profondes, permettant au pays de se réconcilier avec ses aspirations populaires tout en évitant des ruptures violentes avec les anciennes structures de pouvoir. La jeunesse, soutenue par des politiques d'inclusion, continuerait à être un moteur de changement. L'impact de ces transformations serait visible sur le moyen terme, avec une stabilité politique qui commencerait à se traduire par des bénéfices tangibles pour la population. Le deuxième, plus lumineux, imagine un futur où Ibrahim Traoré réussit à transformer le Burkina Faso en un modèle de gouvernance africaine autonome. L'isolement diplomatique et économique serait temporaire, remplacé par une augmentation de l'influence du pays au sein des organisations régionales et internationales. Les investissements étrangers se diversifieraient et les réformes économiques, bien que difficiles, produiraient des résultats positifs à moyen terme. Le soutien populaire resterait fort, car la vision de Traoré pour une Afrique décolonisée, prospère et indépendante serait perçue comme un exemple à suivre. Le pays se positionnerait ainsi comme un acteur clé dans la redéfinition des relations internationales, notamment en Afrique. Le troisième, plus sombre, rappelle que rien n'est de garanti. Si les tensions internes, notamment liées aux inégalités sociales, à la gestion des ressources et à l'isolement diplomatique, ne sont pas correctement adressées, le Burkina Faso pourrait sombrer dans une crise politique plus profonde. La concentration du pouvoir et la répression des oppositions pourraient générer des mécontentements importants au sein de la population. Les groupes d'opposition interne ainsi que la pression internationale pourraient pousser le régime à prendre des mesures autoritaires supplémentaires, réduisant ainsi les libertés civiles et accélérant la fragmentation sociale. Les relations avec des puissances extérieures pourraient se détériorer et l'accès aux financements internationaux serait de plus en plus limité. Dans ce scénario, l'optimisme autour de la souveraineté retrouvée pourrait se transformer en un isolement prolongé avec des conséquences sociales et économiques graves pour la population.
Les répercussions de la situation au Burkina Faso vont bien au-delà des frontières du pays. En Afrique, le modèle d'Ibrahim Traoré résonne avec les jeunes générations qui, pour la première fois, se sentent entendues dans leur quête de justice et de souveraineté. Les étudiants, les travailleurs et même les entrepreneurs commencent à percevoir un avenir où l'Afrique pourrait se gouverner sans la tutelle de puissances étrangères. C'est une vision qui inspire, une lueur d'espoir dans un continent souvent délaissé par les anciennes puissances coloniales. Pour cette nouvelle génération, l'exemple de Traoré devient une référence, un point d'ancrage pour des aspirations plus grandes. Cependant, l'impact de Traoré n'est pas uniquement réservé à l'Afrique. Les observateurs occidentaux et les médias internationaux suivent de près les évolutions du Burkina Faso et certains commencent à s'interroger sur les fondements de la stabilité qu'ils défendent habituellement. Ce qui était un simple événement régional commence à avoir des répercussions sur le discours global autour de la démocratie et de la souveraineté nationale. Traoré pousse à reconsidérer ce que signifie réellement la liberté pour un pays en développement et comment les principes de gouvernance ne doivent pas être universellement imposés, mais adaptés à chaque réalité locale. Pour ceux qui sont encore sceptiques, l'exemple de Traoré offre une réflexion importante. Et si, à la place de l'influence extérieure, l'Afrique devait s'appuyer sur ses propres forces pour réécrire son histoire? Dans ce contexte, le Burkina Faso devient un symbole d'une Afrique qui se réapproprie son destin, un modèle qui inspire même au-delà du continent. Pour garantir la réussite à long terme du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, plusieurs étapes clés doivent être suivies, chacune avec un objectif précis et des mesures de succès claires. La première étape consiste à consolider la gouvernance intérieure. Il s'agit de renforcer la légitimité du pouvoir en place en garantissant que les réformes politiques et économiques soient inclusives et transparentes, permettant à tous les groupes sociaux de participer activement à la transition. Le gouvernement devra s'assurer que les jeunes, les groupes marginalisés et les communautés rurales aient une voix dans la construction du nouvel ordre. Ce processus devrait être mesuré par l'augmentation de la participation civique et l'amélioration de la perception publique de la gouvernance. La deuxième étape repose sur la diversification des partenariats internationaux. Après avoir redéfini ses relations avec les anciennes puissances coloniales, le Burkina Faso devra étendre ses alliances économiques et sécuritaires avec des partenaires diversifiés tels que les pays de l'Asie, de la Russie et d'autres acteurs régionaux. Cela permettra de réduire la dépendance à un seul bloc géopolitique et d'assurer un développement économique plus équilibré. Les indicateurs de succès incluront l'augmentation des investissements étrangers ainsi qu'une stabilité accrue dans les relations internationales. La troisième étape vise des réformes économiques durables. Traoré devra mettre en place des politiques économiques qui réduisent les inégalités sociales et renforcent la souveraineté économique du pays. Cela passera par la révision des contrats de ressources naturelles, une meilleure gestion des finances publiques et l'encouragement des entreprises locales. Les résultats seront mesurés par la croissance du PIB, la réduction du chômage et l'amélioration du niveau de vie, notamment dans les zones rurales. Enfin, il est impératif de renforcer la sécurité et la stabilité interne. Il faudra protéger les citoyens et assurer la stabilité du pays face aux menaces terroristes et à l'instabilité régionale. Des réformes dans le secteur de la sécurité et de la justice devront être mises en place pour garantir un état de droit effectif. Le succès de cette étape sera mesuré par la baisse des incidents de violence et l'amélioration de la sécurité dans les zones sensibles. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader, il est un symbole. À travers ses actions,
il incarne une Afrique qui se réveille, se réapproprie sa dignité et son avenir. Ses choix audacieux, loin d'être des gestes isolés, sont le reflet d'une volonté collective de réécrire l'histoire du continent. Là où d'autres voient des défis, Traoré voit des opportunités. Là où l'Occident parle de stabilité, il parle de justice. Les défis à venir seront nombreux, mais le message est clair. L'Afrique, dans sa quête d'indépendance et de souveraineté, doit maintenant s'affirmer dans un monde qui a longtemps tenté de lui dicter son destin. Le changement ne viendra pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Ibrahim Traoré a montré la voie et il appartient à la jeunesse africaine de prendre le flambeau. L'Afrique ne demande plus de permission pour être libre. Elle exige de faire entendre sa voix dans un monde qui ne peut plus l'ignorer. Le réveil de l'Afrique n'est pas un événement isolé, mais un mouvement collectif. Aujourd'hui, à travers les actions de leaders comme Ibrahim Traoré, une nouvelle génération s'élève pour prendre en main son propre destin. Ce n'est plus un rêve lointain, c'est une réalité en construction. Pour vous, qui êtes témoin de ce changement historique, la question est simple. Comment votre génération peut-elle contribuer à ce renouveau? L'Afrique, aujourd'hui, n'attend plus. Elle agit, elle transforme son avenir. À vous, jeunes Africains, acteurs de ce mouvement, il revient de bâtir sur cette fondation solide, de faire entendre votre voix et de guider ce changement. Le temps des paroles est révolu, place à l'action. Rejoignez cette conversation. Partagez vos idées, vos projets, vos visions pour une Afrique souveraine et prospère. L'avenir de ce continent appartient à ceux qui osent croire qu'il peut être réécrit aujourd'hui.